Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée importante, 21 juillet 2026. Et si je vous dis que c'est une journée importante, c'est parce qu'on va parler du dossier Alvarez avec un moment important. On va aussi parler de Jesse Bissou, le joueur belge qui doit donc signer au Barça. On a plus d'informations aujourd'hui. N'hésitez pas, on va aussi parler de toute l'actu de manière générale du FC Barcelone, de Laporta qui s'est exprimé ce matin en arrivant à l'aéroport de Barcelone. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Installez-vous tranquillement. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo évidemment pour le référencement de celle-ci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, etc. Tous les détails sont en description de vidéo. Il y a également un sondage en description. N'hésitez pas à aller y répondre pour participer éventuellement à un voyage avec des abonnés au Spotify Camp Nou. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec le dossier Jesse Bissou, le joueur belge, qui va donc signer du côté du FC Barcelone. Ce matin, il y a quelques minutes, le Here We Go de Fabrizio Romano est tombé. On parle d'un transfert du club Bruges direction le FC Barcelone pour le jeune ailier belge, international chez les jeunes. Il jouait plus à Bruges parce que éventuellement son refus de prolongation de contrat a beaucoup pesé. Le joueur va donc signer d'ici les prochains jours. Le Here We Go est tombé. Le prix, 8,5 millions d'euros, plus 20% à la revente a priori selon Fabrizio Romano. Un deal qui s'est fait au fur et à mesure tout au long de ces derniers mois. Déjà au mois de janvier, le Barça négociait avec Bruges, qui avait refusé des offres inférieures de la part du Barça. On le savait que le deal allait se faire. Il y a quelques jours, déjà, on en parlait sur la chaîne en disant que les négociations avançaient de manière positive. Et finalement, l'accord a été trouvé a priori aujourd'hui pour le jeune Belge qui va donc rejoindre le FC Barcelone. Je le rappelle, en dynamique équipe première, c'est-à-dire qu'il aura probablement un contrat équipe B, mais il sera probablement participant des entraînements en équipe première, et donc il pourrait avoir un rôle assez similaire à ce qu'avait l'année dernière Rooney Bardghji. Mais on n'oublie pas que Jesse Bissou, c'est un ailier gauche, et qu'aujourd'hui, au poste d'ailier gauche, il y a quand même pas mal de monde, que ce soit Rafinha, que ce soit également Anthony Gordon. Donc on peut se dire que ça peut être éventuellement une piste à moyen à long terme, éventuellement s'il réussit à bien s'adapter et être très performant. C'est un joueur qui pourrait amener énormément de choses. On parle beaucoup d'un profil, attention, je parle de profil et pas de niveau de jeu, très similaire à Lamine Yamal, c'est-à-dire un ailier qui peut jouer faux pied, qui est capable d'entrer également, qui a une bonne qualité de dribble et de passe. Donc ça, c'est intéressant, même si évidemment que ce n'est pas le même niveau que Lamine Yamal. Vous imaginez, sinon tous les clubs du monde auraient été dessus. Mais ça reste un joueur assez intéressant. Non, il faudra voir s'il va commencer avec l'équipe B. Je ne pense pas, parce qu'on n'oublie pas que l'équipe B est quand même en 4e division espagnole et que forcément pour la progression de certains petits jeunes, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais bon, quand même, le FC Barcelone s'assure. Donc Jesse Bissou, Fabrizio Romano explique ce matin que les clubs échangent les documents pour que le jeune de 18 ans rejoigne définitivement le FC Barcelone. Et c'est une idée de Deco et de Joao Amaral, qui est aujourd'hui le directeur, on va dire, du scouting du côté du FC Barcelone. Donc une nouvelle recrue du côté du Barça qui arrive lors des prochains jours. Pour ceux qui connaissent le joueur, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre opinion, comme d'habitude, parce que c'est un joueur que personnellement, je n'ai pas vu en direct. Il y a des highlights sur les différents réseaux sociaux, comme vous le savez, mais je préfère toujours regarder le joueur avec ses défauts plutôt que regarder seulement ses qualités, parce que, encore une fois, les vidéos highlights ne mettent en valeur que les qualités, et un joueur, ce n'est pas que des qualités, loin de là. Donc premier deal, les prochaines heures pour Jesse Bissou et le Barça. Ensuite, il y a le dossier Julián Alvarez. Alors, on parle évidemment du dossier Julián Alvarez pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, il est attendu une réunion importante. Jota Jordi a tweeté il y a quelques minutes que la personne qui ne voulait pas vendre Julián Alvarez était désormais seule et qu'il y avait match. C'est-à-dire que, on le sait, celui qui ne veut pas vendre Alvarez, il y en a deux en réalité. Il y a le directeur du football de l'Atlético, qui est le supérieur de Matteo Alemany, je sais plus son nom, j'oublie tout le temps, et il y a également Gil Marin, le CEO de l'Atlético, et c'est lui le vrai décideur au niveau du sportif de ce club-là, même s'il y a Cerezo qui est président, en réalité Cerezo est plutôt du côté institutionnel, c'est un petit peu comme Rafa Yuste du côté du Barça. Pour autant,
Jota Jordi explique que hay partido, donc il y a match, il peut y avoir quelque chose qui pourrait se faire, même si on verra évidemment ce qui va se passer. L'information qu'on a pu également évoquer, c'est que d'un côté, il y a Goldman Sachs, qui est celui qui finance, la banque américaine qui finance le Barça, qui est très proche de de l'actionnaire majoritaire de l'Atlético, qui est Apollo Global Management. Et on sait que Goldman Sachs est quand même un financier beaucoup plus puissant que Apollo Global Management. Forcément, quand tu y réfléchis, tu peux te dire que d'un côté, tu as une banque qui finance le Barça et ça l'arrangerait d'avoir un grand joueur du côté du Barça pour augmenter les revenus, etc. Et de l'autre côté, tu as Apollo Global Management qui a comme partenaire particulièrement proche Goldman Sachs et qui a un actif que Goldman Sachs veut. Donc si les négociations arrivent à ces hauteurs-là, avec des actionnaires majoritaires ou financeurs du Barça, il peut y avoir match, évidemment. Donc on verra, même si on le sait, l'actionnaire majoritaire de l'Atlético, Apollo Global Management, aujourd'hui, n'est pas forcément le décideur au niveau du sportif de l'Atlético, mais si l'actionnaire majoritaire met une pression à Gilmarín par rapport à cela, sait-on jamais, il peut y avoir changement de paradigme, changement de décision, même si pour moi c'est toujours assez surprenant. Certains en tout cas s'attendaient à une première prise de parole de Julián Álvarez aujourd'hui. Non, c'était pas possible parce que tu viens de perdre une Coupe du Monde, tu ne vas pas évoquer directement ton futur direct. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Tu as quand même une petite période où tu es déçu de ta finale que tu as perdue. Et tu ne vas pas directement parler de ta situation personnelle. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Il s'est d'ailleurs exprimé hier soir pour évoquer la défaite en finale. Donc c'est au niveau des timings normal. Et normalement, d'ici quelques jours, on pourra avoir une discussion et une prise de parole peut-être officielle pour Julián Álvarez par rapport à son avenir en club. Mais avoir une prise de parole directement aujourd'hui n'aurait pas eu de sens par rapport à sa défaite en Coupe du Monde tout juste en finale. Donc ouais, c'est quand même pas surprenant qu'il faut attendre un peu plus de temps pour Julián Álvarez et sa prise de parole éventuelle. Il y a également le dossier Laporta qui est revenu donc des États-Unis. Il est revenu ce matin à Barcelone, il était à l'aéroport. Hein. Évidemment que les journalistes qui ont posé beaucoup de questions, ils nous ont dit alors Álvarez, alors Hansi Flick, les décisions d'écho, blablabla. Et surtout Karim Adeyemi, qu'en est-il? Il a quand même répondu. Il a déjà dit qu'il était très fier qu'il y ait 8 joueurs du FC Barcelone qui soient champions du monde cette année. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le club aussi. Et il explique, quand on lui pose la question sur Karim Adeyemi, il dit Laporta explique que demain, il sera présenté officiellement. Donc mercredi, demain, le FC Barcelone présentera officiellement Karim Adeyemi. Donc il sera au bureau, évidemment présenté devant les différents médias. Donc on pourrait s'attendre aujourd'hui, peut-être ce soir, à une officialisation du dossier Karim Adeyemi pour que demain, ensuite, il y ait une présentation, puisque tu dois quand même prévenir les différents médias de l'horaire, etc. Et ça ne se fait pas en même pas 5-6 heures. Hein. Ça se fait généralement en 24 heures. On dit demain, il y a la présentation. Donc normalement, moi, je m'attends personnellement à une officialisation du dossier Adeyemi dès aujourd'hui, pour donc la présentation officialisée demain pour Karim Adeyemi, le joueur allemand. Je le rappelle, le deal a été bouclé à hauteur de 22 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus, plus 20% à la revente pour le Borussia Dortmund, sachant que le joueur lui restait un an de contrat. Il y a également le dossier Ferran Torres, qui évidemment fait beaucoup parler parce qu'il a marqué le but décisif en finale de Coupe du Monde. Ça place quand même quelqu'un dans l'histoire du foot de son pays, forcément. On parle quand même de l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Roja aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est un joueur qui, comme je vous l'ai expliqué maintes et maintes reprises, qui personnellement en tant que backup est idéal, mais en tant que titulaire, non. Pour autant, aujourd'hui, la situation elle est simple. Le joueur, il lui reste un an de contrat. Le Barça va essayer de prolonger Ferran Torres, sachant que comme il lui reste un an de contrat, qui vient quand même se revaloriser parce qu'il a marqué un but en Coupe du Monde, c'est un joueur qui a quand même beaucoup de clubs intéressés. Il y a le PSG, selon l'équipe, qui a confirmé, même si on le savait déjà, l'équipe a même confirmé qu'il avait eu des discussions avec Luis Enrique. C'est une information qu'on avait déjà donnée il y a 1 ou 2 semaines environ. Donc on n'est pas surpris à ce niveau-là. Si Ferran accepte la prolongation de contrat, une prolongation de contrat du Barça qui ne viendrait qu'au mois de septembre, il faut le savoir. Donc soit le Barça sait que le joueur va prolonger et ils attendent septembre en étant convaincus, mais s'il refuse en septembre de prolonger, il sera libre de partir l'année prochaine s'il ne prolonge pas. Soit, tout simplement, il est vendu cette année, il est vendu cet été. Et on sait que le joueur est plutôt
sensible aux appels de phare du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique. Donc je ne serais pas surpris que Ferran Torres quitte le FC Barcelone. Et comme je vous l'ai dit, il lui reste 1 an de contrat. Il ne faudra pas attendre 70 millions d'euros, les amis. Je le rappelle, 1 an de contrat pour un joueur comme ça, c'est du 40, 45 environ. Même si je pense qu'il faudra maximiser le prix de transfert du côté du PSG parce que ça reste un joueur quand même très polyvalent qu'il faudra remplacer. Il ne faut pas l'oublier, Ferran Torres, il lui reste 1 an de contrat s'il ne prolonge pas son contrat. Et s'il décide de partir, forcément, le prix sera quand même revu à la baisse par rapport aux attentes qu'on aurait pu avoir s'il lui restait 2, 3 ou 4 ans de contrat, forcément. Donc c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent dans l'espace commentaire parfois « Non mais Ferran Torres, c'est pas 35, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est un joueur, certes, qui n'est pas top 9 mondial, mais qui en backup est quand même super intéressant. » Donc là, quand tu analyses un petit peu le marché et les décisions du Barça, tu as vu Jesse Bissiou qui pourrait être, on va dire, entre guillemets, remplaçant de Rouni Bardghji en termes numériques, mais en termes de profil, il est déjà à gauche, donc à gauche, tu as déjà du monde. Tu as perdu Lewandowski, qu'il faut remplacer. Tu peux perdre Ferran, donc si tu perds Ferran, il faut le remplacer. Même si tu peux te dire que Karim Adeyemi peut être le remplaçant naturel de Ferran Torres, parce que Adeyemi peut jouer également le numéro 9, même si c'est un 9 différent, qui a l'habitude de jouer avec deux attaquants. Ça reste un joueur qui peut jouer aussi sur le côté droit. Donc tu as beaucoup d'alternatives, beaucoup de polyvalence en attaque, mais la réalité, c'est qu'il te manque, en cas de départ de Ferran, je pense en tout cas, 2 attaquants. Un numéro 9 de classe mondiale et un backup, que ça soit sur le côté droit ou au poste de 9. Donc c'est important de le préciser. On n'oublie pas aussi que le Barça doit se renforcer au poste de défenseur. Pour moi, en tout cas, au poste de latéral, c'est une obligation. Le Barça est en négociation. Cancelo, on m'a beaucoup posé la question, alors Cancelo, qu'est-ce qui se passe? Le Barça, pour l'instant, négocie toujours avec Al Hilal, sachant que l'objectif, ils se disent que le deal va se faire, mais ils se disent, bon, on prend un petit peu de temps parce qu'on veut que l'opération soit la moins coûteuse. Il lui reste 1 an de contrat à Cancelo du côté d'Al Hilal et je pense que négociation il y aura et je pense que négociation se concrétisera. Mais on verra à quel prix, etc. Sachant que le joueur, lui, veut absolument aller à Barcelone. Il y a aussi forcément le poste de défenseur central qui dépend du départ d'un défenseur, parce que tu ne pourras pas recruter un défenseur, à mon avis, s'il n'y a pas de départ, même en termes de logique de vestiaire, alors que pour moi, ça devrait être une obligation. Il faut absolument un défenseur. On n'oublie pas les départs, que ce soit Ter Stegen du côté de l'Ajax, qui normalement devrait se régler, je le dis tous les jours quasiment, qui devrait se régler les prochaines heures. En tout cas, c'est ce que dit Matteo Moretto, mais on attend toujours. Il y a aussi le dossier Marc Casado, qui pour l'instant n'a pas pris de décision concernant son avenir. On attend aussi les tests médicaux, les résultats concernant Frenkie de Jong, parce que pour faire simple, il a fait des tests médicaux préalables, mais ensuite il faut voir la réaction de son genou par rapport aux premiers tests médicaux, et si les tests médicaux s'avèrent non fructueux pour Frenkie de Jong, il y aura une décision, soit opération, soit traitement, on va dire, conservatoire. Et tout est évidemment important parce que selon la décision, la durée d'absence sera différente. Ça peut aller jusqu'à 4 mois, ça peut aller être un peu plus même. Donc il faudra voir ce que le Barça va prendre comme décision, parce que si tu perds de Jong, forcément pour une longue durée, d'ailleurs la FIFA, puisqu'il s'est blessé avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde, la FIFA va indemniser le Barça. Mais en cas de blessure longue, est-ce que tu dois remplacer Frenkie de Jong par une nouvelle recrue au milieu de terrain, ou est-ce que tu vas faire confiance à Casado? A priori, le Barça veut absolument vendre Casado, donc ça pourrait être une décision qui sera prise lors des prochains jours. Mais en tout cas, oui, le Barça doit prendre des décisions à ce niveau-là pour tout simplement avancer dans son mercato. C'est important à ce niveau-là. Du côté, pour reparler un petit peu du dossier Alvarez, pour revenir, il y a Marca qui a sorti l'information il y a quelques secondes en expliquant que l'Atlético avait fixé le retour de la pré-saison pour les joueurs participant à la finale de la Coupe du Monde au 10 août, c'est-à-dire dans à peu près 20 jours. Le problème, c'est que forcément, le joueur, il pourrait globalement sécher la reprise avec l'Atlético, mais c'est le 10 août et le Barça ne veut pas que le dossier dure aussi longtemps. Donc ça peut être une problématique assez importante, sachant que je crois que Laporta avait dit notre offre elle est valable jusqu'à fin juillet. Donc forcément, il peut y avoir problématique assez importante. Donc la prise de parole d'Alvarez sera quand même assez importante et considérable, je pense, pour aider en tout cas, même si on sait que l'Atlético peut être assez réfractaire à vendre le joueur.
Voilà globalement sur les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace com à donner votre avis, à poster vos commentaires, à booster la vidéo pour soutenir le travail effectué tout au long de cet été, mais également de toutes ces années. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur les différents sujets. BCU qui arrive au Barça. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter, YouTube, Instagram. Booster la vidéo. Nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao.